Et donc c'est parti, on va se faire le dernier Rhinocéros, France TV, Radio France, la mise à mort programmée du service public. Donc dernière vidéo d'Usul et Lumi en date pour Blast, et du coup on va voir ce que ça donne. Une civilisation islamique qui n'a pas de marche. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler du service public de l'audiovisuel parce qu'il y a une grosse réforme là qui va arriver. Et vous allez voir, c'est pas clair leur truc. À la base, il y a une proposition de loi des macronistes et de LR, mais maintenant c'est Dati qui défend le projet, donc c'est encore plus inquiétant. Là, vous êtes peut-être à fond sur les européennes, c'est normal. Oh oui, on est à fond sur les européennes et on est même à fond sur la dissolution de l'Assemblée. Un grand moment. Mais ça, vous pouvez pas le savoir, vous. Mais vous voulez quand même vous parler de ça parce que c'est une grosse réforme, ça va arriver très vite et ça vaut le coup qu'on vous prenne 20 minutes de votre temps pour vous parler de ça, vous allez voir. Le projet, c'est une fusion, une grosse fusion, de Radio France, de France Télé, de France 24 et RFI, de l'INA. Dans un premier temps, ils veulent créer une holding pour chapeauter l'ensemble, mais le projet final, c'est bel et bien une fusion de toutes ces sociétés. Alors, j'ai vu la miniature, donc je me doute bien qu'ils vont parler de ça, mais ça sent quand même pas mal l'ORTF, ce qu'ils veulent faire là, non ? Hein? Ça sent quand même pas mal, parce que tout rassemblé en un seul pôle, l'indépendance de chacun, hein? Ça pue un peu la merde. Alors, ça me permet effectivement de clarifier pourquoi cette réforme de l'audiovisuel public. C'est effectivement, dans un premier... Déjà, parce que nous avons ça a mis conscience beaucoup en colère, de ça, les journalistes de France 24, il y a eu beaucoup on a de réactions. conscience de l'importance de l'audiovisuel public, notamment pour la démocratie et la qualité de l'information, et on peut d'ailleurs l'attester ici avec Télématin. Ensuite, parce que nous sommes conscients que le statu quo n'est plus possible. Vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des plateformes, aujourd'hui, il faut renforcer cet audiovisuel public. Vous l'avez reconnu, c'est Quentin Bataillon, c'est le champion, c'est leur champion des médias chez les macronistes, c'est incroyable. Vous savez, c'est lui qui était allé chez Hanouna pour cracher sur Yann Barthès et Aurélien Saint-Toul après la commission d'enquête parlementaire sur les TNT, tout ça. Alors ils en ont envoyé plusieurs dans les médias pour expliquer leur réforme. Moi j'appelle ça pour faire de la propagande gouvernementale, mais après, pour expliquer la réforme. Mais oui, bien sûr. Alors ils en ont envoyé plusieurs dans les médias pour expliquer leur réforme. Ils ont envoyé par exemple Fabienne Colbock, c'est la députée d'Indre-et-Loire, et pareil, on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette réforme ? Bah elle a répondu pareil, c'est parce que le monde bouge, avec les plateformes, avec Internet. Mais si le monde bouge avec Internet, tout ça, il faut s'adapter. Moi je veux bien, mais pour s'adapter, est-ce qu'il aurait pas fallu faire des trucs genre sur Internet et mettre des moyens dans chacun de ces pôles au lieu de juste les rassembler en un seul gros pôle, tu vois ? Ça aurait été peut-être plus utile. Après moi je dis ça, je suis pas un expert, hein, mais bon, ça me semble quand même plus intéressant à faire. Il faut s'adapter, de toute façon on va la faire, la réforme c'est comme ça, il faut être solide, il faut être puissant, il faut être plus grand. Pourquoi on le veut ? Parce que aujourd'hui, l'espace médiatique est quand même déstabilisé par les plateformes, par les réseaux sociaux, par Internet. Et à un moment donné, il faut pouvoir anticiper cela. Donc, on n'est pas à penser qu'il faut de la casse, on n'est pas à penser qu'il faut réduire, on est à penser qu'il faut au contraire être fort et être puissant. Ouais, fort, puissant, ouais, éléments de langage, je sais pas si j'aurais utilisé cela, perso, mais bon. C'est pas une réforme pour faire des économies, c'est une réforme pour être puissant. Pour être puissant, vous avez bien entendu, une réforme pour être puissant. Oh là là, mais l'élément de langage survint la meuf. Et surtout, ça veut pas dire grand chose en fait, parce qu'on pourrait être puissant en mettant plus d'argent sur chaque pôle, encore une fois, tu vois. Tu sens que vraiment, on lui a dit, enfin, tu y vas, tu convaincs en disant ça. Ouais, mais ça veut dire quoi ? T'inquiète, vas-y, t'inquiète, juste dis-le. Puissant. On veut faire en sorte que ce soit puissant. Faut que ce soit rentré dans la tête de tout le monde. Et bah va expliquer ça aux journalistes de France Info, de France Inter, de France 2. Moi je crois que eux ils pensent qu'ils sont déjà assez puissants, hein. Alors ok, le public de France Télé vieillit, mais les audiences sont excellentes, même sur Internet. Les podcasts de Radio France marchent très bien, avec d'énormes succès comme Affaires sensibles ou Les pieds sur terre. Les matinales d'Inter et de Culture sont très écoutées. Le 20h de France 2 est derrière celui de TF1, ok, mais 3 millions de téléspectateurs devant Anne-Sophie Lapix, c'est pas mal quand même. Bref, il est où le problème ? Pourquoi cette fusion ? Parce que c'est pas assez puissant, presque 3 millions d'audience apparemment. Non, faut que ce soit puissant. Ah là là, si seulement TF1 c'était à l'État, si seulement il n'y avait pas eu la privatisation de TF1, une privatisation d'ailleurs que TF1 n'a pas respecté son contrat, que à la base il y avait des engagements de la part de TF1 qu'ils n'ont pas tenus et l'État leur a pas frappé sur les doigts. On voit à quel point l'État français, même à l'époque, était déjà puissant contre les entreprises. Bref, il est où le problème ? Pourquoi cette fusion ? Dans un contexte, dans un environnement qui est bouleversé par les innovations technologiques, par les plateformes, par aussi, vous savez très bien que maintenant les audiences sont différentes. En hausse pour France Culture. Non, mais il y a beaucoup de bouleversements. Ah clairement, les journalistes, ils comprennent pas là. J'aime bien le en hausse pour France Culture, donc pourquoi tu nous casses les couilles à nous ? Et je le comprends.
pourquoi tu leur casses les couilles? Le boulot, il est bien fait, le public, il est là. Il y a des gens qui se cassent le cul, des précaires, des pigistes. On pense à eux d'ailleurs, parce qu'on sait qu'ils sont pas très bien payés sur le service public. Mais bon, voilà, c'est du bon boulot. D'ailleurs, le tarif des piges vient d'être réévalué en 2024. Les grilles n'avaient pas bougé depuis 2019, malgré l'inflation. Mais voilà, il y a des gens qui restent quand même, parce qu'ils ont une certaine idée des missions du service public, qui veulent avoir un espace dans lequel on peut faire de la qualité, où on élève un peu le niveau du débat. Il y a des gens qui croient à des choses, qui essaient de faire des choses, et eux, ils nous font quoi? Ils envoient Rachida Dati et Quentin Bataillon pour tout détruire. C'est quoi ce manque de respect? D'ailleurs, force à toutes ces personnes, parce que on a beau facilement cracher sur les journalistes, sur les éditorialistes, les chaînes de télé, etc. Mais il y a quand même des gens, dans le privé comme dans le public, mais j'imagine que quand même dans le public, l'intention est quand même plus haute à ce niveau-là, de vouloir faire de la qualité, de vouloir vraiment proposer de la vraie info aux gens et de les ouvrir sur des choses auxquelles ils n'avaient peut-être pas forcément pensé. Donc force à toutes ces personnes, parce que ça doit pas être facile quand tu vois les patrons qu'ils ont au-dessus. Alors, fatalement, elle est difficile à vendre, cette réforme sur le service public. Tu m'étonnes qu'elle est difficile à vendre sur le service public, parce que ça concerne le service public. Eux, ils sont en mode, vas-y, dis-moi pourquoi tu veux foutre la merde dans mon gagne-pain. Vas-y, je t'écoute. Ils comprennent pas pourquoi, ils comprennent pas le timing, la précipitation. Et puis, vous avez entendu le bullshit sur le fait qu'il faut être fort, que tout change vite avec Internet et tout. Le seul truc que les journalistes comprennent là, c'est que manifestement, on se fout vraiment de leur gueule. Et ils sont pas faciles à rassurer du coup. Pourtant, les macronistes ont essayé. Là, vous allez voir, je crois que Fabienne Colbock, on lui a dit avant l'interview, allez, il faut les rassurer. Rassure-les. Vraiment, garde ça en tête, tu es là pour les rassurer. T'as compris? Allez, vas-y, championne. Je sens qu'on va avoir un grand moment. Allez, ne déçois pas, championne. Et si on a besoin de rassurer sur des sujets spécifiques, de rencontres, après, moi, la porte est ouverte pour vraiment rassurer. Il y a des choses à négocier ou pas? Je pense que ce qui peut être rassurant, c'est notamment sur la radio avec la spécificité audio et audio numérique. Où, il y a plein de manières, il y a plein d'endroits où on peut rassurer pour la radio. 4 fois rassuré. Si ça c'est pas de l'élément de langage dit par les gens d'en haut en mode faut que tu dises ça, ce qui fait un peu penser aux méthodes de l'extrême droite d'ailleurs, des coquilles vides qui savent pas vraiment ce qu'ils vont dire, mais juste ils ont des éléments de langage à foutre. La différence entre l'extrême droite et les macronistes, c'est que les macronistes ils savent un peu plus s'adapter au débat que l'extrême droite qui, si on parle pas d'immigration, ils sont foutus. Et tu vois, moi, paradoxalement, je suis pas rassuré. Non, puis c'est pas clair. Ils se contredisent même entre eux, c'est nulos. Je pousse aussi pour que France Info puisse être poussé au niveau international pour remplacer éventuellement France 24 et avoir, on va dire, cette force, cette attraction à la fois nationale et internationale. Quand votre collègue Quentin Bataillon, que vous avez cité, dit sur notre antenne qu'il serait souhaitable que la chaîne France Info remplace France 24. Bon, il a rétro-pédalé le lendemain. Ça, c'est une bourde ou il était en mission commandée pour tâter le terrain? Non, je pense qu'il a parlé trop vite. Non, mais il a parlé trop vite. Une erreur, encore une fois. Ouh là là. Dis donc. Pas de bol. Alors, on les sent tendus. Alors par contre, il y en a une qui est sacrément détendue, c'est Rachida Dati. Mais Rachida Dati, n'empêche, on peut dire ce qu'on veut d'elle. Quoi qu'on pense de Rachida Dati, elle est quand même vachement... Ah, elle a du tempérament, la meuf. Tu sens que, clairement, elle s'en bat les steaks. Mais elle est très intelligente dans ce qu'elle fait, Rachida Dati, attention, faut pas la sous-estimer. Elle en a rien à branler, c'est extraordinaire. Notre ministre de la Culture, elle assume. Par exemple, il y a un truc que les rédactions craignent particulièrement, c'est le retour de l'ORTF, qu'ils disent. Écoutez ce qu'elle leur répond. Mais l'ORTF, pardon, je vais peut-être vous choquer, mais ça permettait quoi ? Quand vous avez un parent qui est ouvrier, qui regardait les dossiers de l'écran et que le lendemain, il pouvait parler dans son usine avec son chef du dossier de l'écran parce qu'il l'avait regardé, vous ne croyez pas que c'est très fort d'avoir une culture commune? Attends, elle est vraiment partie là-dessus, de la culture commune de l'ORTF. C'est vraiment ça son argument pour défendre l'ORTF? Sérieusement? Avec tout ce que l'ORTF inclut de propagande d'État, de centralisation de l'information, donc tu peux faire dire ce que tu veux, tous les problèmes que ça engendre, ça a été même parodié dans SS 117 pour vous dire à quel point c'est un problème, l'ORTF, et elle nous sort, oui mais au moins tout le monde avait la même info. Bah oui, tu m'étonnes, c'était celle du gouvernement. L'ORTF, c'était l'Office de radiodiffusion et télévision française, une grosse boîte dans laquelle il y avait tout. C'était un monopole d'État avec une seule tête qui gérait la radio, la télé, même les câbles, tout. L'ORTF a été démantelé en 1974 sous Chaban-Delmas. C'est là qu'on a créé Radio France d'un côté, puis niveau télé, on a séparé TF1, Antenne 2 et France 3 Région en 3 sociétés distinctes. On a créé l'INA à part aussi, et chaque boîte avait une direction différente, des rédactions différentes.
Tout restait public, mais ça créait du pluralisme. C'était pas le même journal télé sur la 1 et la 2, les journalistes gagnaient en indépendance. Et les journalistes, ils l'avaient demandé cette indépendance. Il y avait eu beaucoup de grévistes en 68 à l'ORTF, et ils demandaient ça, qu'il y ait moins de censure, moins d'invités obligatoires, qu'on les laisse travailler un peu. Et 50 ans plus tard, ils veulent faire un rétropédalage. Super, génial le progressisme. Putain, à dire que Macron c'était censé être le président jeune, progressiste, qui veut faire bouger les choses. Ah bah tu parles, il fait bouger les choses, ouais. Mais à l'envers. Génial. Parce qu'avant ces réformes-là, il y avait quand même un gros problème. Si vous avez vu le film Les Nouveaux Chiens de Garde, vous le savez. Le ministre de l'Information pouvait s'inviter lui-même dans le journal et même décider lui-même de la formule du journal dans son bureau de ministre. C'est lui qui faisait la télé, quoi. Le fait que vous ayez accepté de venir ce soir inaugurer cette formule avec nous, est-ce que cela ne va pas être interprété comme la mainmise du gouvernement sur le journal télévisé ? Le fait que j'inaugure cette nouvelle... Le ministre de l'Information présentant le nouveau journal, pas très bon pour la crédibilité. Voilà, c'est fini. Maintenant, un ministre oserait plus s'inviter tout seul sur un plateau. Si, apparemment, ça se fait encore. Hein. Ouais, non mais je sais. Mais c'est pas pareil, c'est Attal. Attal, il est comme ça, il est décontracté, quoi. Il y avait des jeunes, quoi. Et puis ministre, président aussi le faisait, hein, parce qu'on se rappelle les liens de Sarkozy avec certaines chaînes de télé, etc. La pression qu'il a mis sur France Inter. Bon, la décentralisation de la communication n'empêche pas la pression du gouvernement, mais aide quand même pas mal. C'est quand même mieux que tout réuni sur un même truc, quoi. Ouais, il y avait des jeunes, puis comme c'est un jeune lui-même, enfin je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Monsieur le Premier ministre. Salut Gabriel. Ça va, tu vas bien ? Ouais, très bien. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, ça va ? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Et oui, la semaine dernière, Gabriel Attal n'était pas invité. C'était Valérie Ayé, l'invité de France Info, mais il a quand même fait irruption sur la scène de son propre chef, manifestement. C'est complètement imprévu. Hein. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent. Ça se voit, elle est gênée, Valérie. Ça se voit, elle est gênée. Oh là là, mais l'humiliation pour ta candidate quand le Premier ministre est obligé de te carry comme ça et obligé de t'épauler comme ça. L'humiliation. Et puis surtout, qu'est-ce que ça dit du service public ? Qu'est-ce que ça dit de France Info ? Parce que là, clairement, le message c'est « Je fais ce que je veux et tu vas rien faire. Le service public, c'est ma biatch. » Voilà ce que ça dit. C'est une insulte pour le journalisme, c'est une insulte pour la démocratie. Et après, à côté, ça va vouloir faire des leçons de république, de démocratie, à LFI, etc. quoi. Ouais, donc tu disais, le service public par rapport à l'ORTF, c'est un peu plus indépendant, c'est ça ? Bah non, mais là, c'est sûr, ça se voit pas. C'est pas un bon exemple aussi, là. Attal, il était en haut à la radio, en train de faire une interview, et puis il s'est invité tout seul. Alors il arrive tout sourire, ça veut dire que derrière il y a eu un feu vert, il y a des gens qui lui ont dit ok, qui lui ont filé un micro qui marche, qui ont prévenu les journalistes dans l'oreillette. Ouais, attention, c'était pas prévu, mais il y a Attal qui va arriver en plein direct là, j'ai pas pu le retenir, je suis désolé les filles, bon courage. Non mais c'était fou ça, le mec, il a cru que c'était la maison de la radio à sa daronne. Surtout que c'était en pleine campagne électorale. Ouais. Et en plus, la même semaine, il y a Macron qui s'est invité au JT de TF1 et France 2 le même soir. Tout ça, ça a fait réagir la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, qui passait un peu après dans la même émission. Ah bah raison, tu m'étonnes, parce que putain, ça dit quoi ? Outre dans les sketchs et des trucs comme ça, j'aime pas être dans la surenchère, dans le « Ah, on vit dans une dictature », parce que clairement, on n'est pas réellement dans une dictature, mais force est de constater que on a de plus en plus de points qui tendent vers ça, là. C'est quand même inquiétant. On n'y est pas encore, mais faut faire attention. Et d'ailleurs, si le best-of il sort avant les élections pour l'Assemblée, pour les députés, après la dissolution, là, vraiment, allez voter. Parce que vous voyez bien que, clairement, la Macronie est de plus en plus en roue libre. La Macronie a de plus en plus mainmise sur les choses et le cache de moins en moins. Et s'il le cache pas, imagine ce qu'il cache à côté en plus. Donc, là, vraiment, pour les législatives, pour la chance qui nous est donnée de rebattre les cartes, il faut aller voter, vraiment, en masse. Qui en a profité pour prendre à partie les journalistes de Radio France. Pourquoi vous avez laissé faire ça ? Et j'aimerais bien comprendre comment ça se passe concrètement. Vous avez le Premier ministre qui est dans le couloir qui dit j'ai envie de passer à la radio sur le service public, allez hop, j'arrive. Alors, il était invité du 8h30 France Info, de 8h30 à 9h. Du coup, il peut s'inviter dans toutes les émissions de la Maison de la Radio en temps réel, comme il veut. Bah oui, tranquille, après tout, c'est le Premier ministre. Pousse la porte de France Inter, il va derrière le micro. Comme le président de la République jeudi, il dit voilà, j'ai envie de parler. Jeudi, 24 heures avant la fin de la campagne officielle, je prends tous les JT.
toutes les chaînes d'info continue. Il la Allez-y, soutient écoutez-moi. pas de cette manière. Alors les journalistes, ils ont essayé de recentrer la question sur autre chose. Oui, bah ils font toujours ça, c'est jamais eux le problème. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes, là, ils sont gênés. Et moi, je serais tellement dégoûté à la place de l'équipe technique, des personnes qui, dans l'équipe de France Info, voulaient vraiment bien faire et bah qui peuvent rien faire parce que c'est pas eux qui ont la décision finale, mais je serais horrifié à leur place. Je serais en mode oh là là, mais putain, mais on bosse pour ça, moi qui voulais bosser pour le service public pour pouvoir faire quelque chose de pertinent, pour pouvoir élever le débat comme disait Usul tout à l'heure, pour pouvoir apporter un plus par rapport au privé. Et ben on est en mode le chef de l'État, le Premier ministre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on s'en bat les steaks et mes supérieurs disent rien. Et au contraire, ils essaient d'esquiver, sans prendre leurs responsabilités. Et après, ça va s'étonner que Macron se dise « Bof, on y est presque, hein. Après tout, je peux aller sur les chaînes de télé comme je veux. Je peux aller sur France Info comme si c'était chez moi. On n'est plus très loin de l'ERTF, autant le refaire le RTF après tout. C'est sympa. Putain, pays finito quoi. » Non, là le problème c'était... Est-ce que Gabriel Attal, c'était pas un peu sexiste là de débarquer sur le plateau? Est-ce que c'est une bonne façon de soutenir sa candidate? Attends, c'est vraiment ça le problème pour les gens là? C'est vraiment le côté sexiste du problème? Moi je dirais que c'est plus le côté démocratique. Et je mets pas de guillemets à démocratique. C'est la démocratie là le problème là, clairement. C'est une dinguerie. Non mais c'est une dinguerie. En fait moi ce qui me terrifie d'autant plus, c'est même pas que ça se passe. Ça déjà c'est terrifiant. Mais c'est d'autant plus terrifiant de voir que ça choque à peine, que ça choque à peine dans les médias, que ça choque à peine sur la télé, que... Non, c'est limite normal, on en parle entre la poire et le fromage. Et c'est là où tu vois que des émissions comme les Guignols de l'info, ça manque de ouf, ça manque cruellement, parce que les Guignols, ils les auraient pas loupés à ce moment-là. Si jamais ils étaient comme les Guignols de la grande époque, évidemment, hein, Super Menteur et compagnie. Les Guignols, ils auraient fait quelque chose, et du coup, le Français ou la Française moyen aurait compris, aurait vu ça. Mais les personnes qui regardent que la télé, justement, mais qui regardent pas forcément sur Internet, qui sont pas sur Twitter, les médias indépendants, c'est pas leur truc, ils regardent juste de temps en temps BFM TV pendant qu'ils mangent, ou alors France Info ou France Inter à la radio pendant qu'ils conduisent. Ces personnes-là, à l'époque, ils auraient vu le problème, ils auraient entendu parler et compris la dinguerie de ce qui s'est passé. Mais là, aujourd'hui, si jamais t'en parles pas sur les services publics, si jamais t'en parles pas à la radio, à la télé, bah, le Français et la Française moyen, il se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie de tête. Et c'est normal, il y a autre chose à foutre. Genre survivre. Ça me met hors de moi, là, tout ça, vraiment. Pas un peu sexiste, là, de débarquer sur le plateau? Est-ce que c'est une bonne façon de soutenir sa candidate? Mais ce qui est chaud là, c'est que personne à la maison de la radio n'ait osé dire non au Premier ministre. C'est une dinguerie en fait. Vous imaginez si Olivier Faure avait débarqué en pleine interview de Glucksmann, il avait demandé le micro? Imagine si Mélenchon avait fait ça. Imagine si Mélenchon avait fait ça. Tout le monde lui serait tombé dessus. Tout le monde, absolument tous les médias traditionnels lui seraient tombés dessus en mode Mélenchon débarque au meeting de Manon Aubry ou à l'interview de Manon Aubry. Mélenchon a-t-il la main mise sur tout? Encore une preuve de la dictature Mélenchon, je sais pas quoi. Par contre, quand c'est Macron ou Attal, on s'en bat les couilles. Mais c'est ça qui rend dingue en plus, moi je trouve vraiment qui rend vraiment dingue. C'est ce côté, c'est tellement gros. C'est tellement gros et on dirait que tout le monde s'en fout, t'as presque un... Tu sais, c'est comme ce même où il y a le mec qui fait « Mais est-ce que c'est le monde qui fonctionne à l'envers ou est-ce que c'est moi qui fonctionne à l'envers ?» Moi, ça me donne vraiment, des fois, cette impression de « Putain, si jamais il n'y avait pas Internet, si jamais il n'y avait pas Twitter avec des gens ou YouTube avec d'autres personnes où je vois qui partagent mon avis et que j'étais juste dans mon cercle environnemental proche avec certes des gauchistes aussi quand même, mais j'aurais l'impression qu'on est 4 à penser la même chose en France et que tout le reste du pays est extrême droitisé ou est juste complètement aveuglé par les délires de Macron. Parce que vraiment, ça devrait être un sujet, un vrai sujet. Le fait que Attal et Macron se permettent de venir comme ça à la cool sur le service public, ça devrait être un sujet de fond, un sujet vraiment relayé partout et parlé partout comme quelque chose de première importance. Surtout en pleine période électorale. Mais non, on s'en fout. Et encore une fois, ça aurait été Mélenchon, ça aurait fait le tour de tous les plateaux télé jusqu'à TPMP, hein. T'inquiète pas. Mais non, là c'est Macron et Attal, on s'en bat les couilles. Ou Mélenchon en pleine interview d'Aubry. Voilà. Il l'avait pas dit, mais voilà, exactement. Ou Mélenchon en pleine interview d'Aubry. Vous croyez qu'on lui aurait donné un micro qui marche? Et j'insiste sur le micro qui marche, c'est comme couteau qui coupe, ça va pas de soi. Un micro qui marche, c'est précieux, c'est rare. Bah oui, surtout, c'est-à-dire qu'un micro qui marche, c'est toute une installation en plus. Parce que le mec soit rentré comme ça à la rigueur Attal, why not? Je mets des énormes guillemets, hein, mais why not, on va dire.
On n'a pas pu l'empêcher, personne n'a osé, ok. Mais le fait qu'il a un micro qui fonctionne, ça veut dire que on a clairement validé le fait qu'il vienne sur scène. Parce que c'est une installation électrique, ça se fait pas n'importe comment, c'est à la télé. Tu vois, tu peux pas juste lui donner un micro, il était là comme as, tu vois. C'est ce qu'il dit, Usul, là. Il dit clairement, le fait qu'il a un micro qui marche, c'est significatif du feu vert. Encore une fois, on est à la veille d'une réforme de l'audiovisuel public et on a un gouvernement qui se comporte comme si on était au temps de l'ORTF. On peut pousser la porte, s'installer derrière. On va parler de votre programme. On va parler de votre programme. De toute façon, faut arrêter de parler de nous, François-Xavier Bellamy. On critique pas les journalistes, sinon c'est du populisme. Oh, regarde, une diversion. Non mais c'est clairement ça la réponse du mec. Il a même pas essayé de faire « Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'était plus compliqué que ça. » Mais d'ailleurs, pour retourner à votre programme, il a même pas essayé de faire ça, le journaliste. C'était genre direct « Oh, attention, une diversion. » Et Bellamy, il avait déjà gueulé contre le service public. Quelques semaines avant, il avait pris à partie Caroline Roux, qui avait organisé sur France 2 le débat Attal-Bardella, sur la base des sondages, j'imagine. Oui, bah oui, sur la base des sondages. Après tout, c'est pas comme si Attal n'était même pas candidat, en fait. N'était même pas candidat aux européennes. Parce que ça aurait été Valérie, je sais plus quoi, là, j'ai oublié son nom, elle, qui était candidate de Renaissance. Ouais, à la rigueur, c'est logique. C'est logique d'un point de vue élection européenne. Après, il y aurait pu avoir un débat entre tous les candidats les mieux notés, genre tu mets Glucksmann, Aubry, tu mets tous les autres. Ça aurait été intéressant, tu vois, comme ils avaient fait pour les présidentielles de 2017, là où il y avait tous les candidats, même si là c'est plus compliqué pour les européennes de tous les mettre tout court, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais pourquoi Attal ? Attal, il est Premier ministre, il est pas en élection là. Alors tu vas me dire, oui, mais il y avait Zemmour et Mélenchon avant les présidentielles. Ouais, sauf que Zemmour, clairement Zemmour, tout le monde savait qu'il allait être candidat. C'était avant qu'il se présente, mais tout le monde le savait, c'était une évidence pour tout le monde. Rien ne justifie que ce soir le service public mette en scène ce débat, rien. C'est-à-dire, est-ce que maintenant ça vous intéresse de parler de votre projet ou pas? On va en parler. Parce que c'est maintenant le happening permanent, votre campagne. Non, pas du tout. Donc là, vous êtes venu faire un happening. Très bien, c'est fait, on a compris. Mais vous voyez, le mec il dit quelque chose de légitime quand même. Le mec dit quand même quelque chose de sensé. Et eux vont dire, bon arrêtez là de faire votre victime là et ta gueule et viens parle ton programme de merde. Alors que je sais pas, c'est un vrai sujet que sur le service public, on fasse ça. Surtout qu'il y a la réforme de l'audiovisuel en même temps, tu vois. C'est une dinguerie. Et en fait, tu sens que cette réforme de l'audiovisuel, peut-être qu'ils vont le dire après, mais moi je me dis en vrai, est-ce que cette réforme de l'audiovisuel, est-ce qu'ils l'ont pas pressé pour justement mettre une pression sur le service public en mode vous voulez pas accepter qu'il y ait un débat Attal-Bardella, vous voulez pas accepter que Macron et Attal ils s'incrustent comme ils veulent? Ouais, pas de soucis. Par contre, du coup, la réforme de l'audiovisuel, on fait comment pour vos postes? On fait comment pour ceci, cela? Si vous voulez des négociations, il faudra peut-être être gentil avec nous. Ça se trouve, c'est ça en vrai. Ou en tout cas, ça pourrait expliquer une partie de pourquoi ils ont voulu absolument faire cette réforme de l'audiovisuel aussi vite dans la sphère temporelle vers la période électorale, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça que Macron, il a décidé de dissoudre l'Assemblée en se disant, comme il y a la réforme de l'audiovisuel, je les tiens à un minimum, j'ai un moyen de pression sur le service public, en mode, on va faire la réforme. Maintenant, si jamais tu veux garder ton poste, si tu veux que, je sais pas, je dis une connerie, France Info continue d'avoir ça en subvention, que machin ceci, eh ben va falloir être gentil avec nous. Surtout qu'en plus, à côté de ça, ils ont enlevé la redevance télé. Donc le moyen que le service public audiovisuel avait d'indépendance, ils l'auront enlevé. Et là, ils mettent un moyen de pression pour pouvoir leur faire un peu ce qu'ils veulent finalement pendant toutes les périodes électorales. Franchement, ça me paraît pas déconnant. Ça fait un peu théorie du complot, peut-être, mais d'un point de vue stratégique, ça se tient. D'abord, t'enlèves la redevance télé, tu le fais bien... Peut-être que c'est pas lié dans leur plan, peut-être qu'à la base, ils voulaient le faire tout court pour avoir un moyen de pression globale sur l'audiovisuel français, et que 1 ou 2 ans plus tard, quand ils en ont eu besoin, ils se sont dit, vas-y, on va refaire le RTF, mais par contre, si jamais vous voulez avoir certains avantages, si vous voulez pas être pénalisé, que ce soit financièrement, au niveau de vos postes, etc., va falloir être un peu gentil avec nous, tu vois, au service public de l'audiovisuel français. Peut-être qu'ils leur ont dit ça, tu vois, ou en tout cas qu'ils leur aient fait comprendre. Et en vrai, ben, ça se tient, moi, je trouve. Ça fait un peu théorie du complot, mais ça se tient. Donc oui, il y a de gros problèmes d'indépendance à France Télé, mais aussi à Radio France. On vous renvoie à notre épisode sur France Inter. Les patronnes de toutes ces chaînes, les Sibylle Veil, les Adèle Van Rett, les Delphine Ernotte, ne sont pas de farouches opposantes à Macron, c'est rien de le dire. De toute façon, elles n'ont pas été nommées là par hasard. Ça a toujours été le cas par contre. Même Sarkozy, il faisait ça, faire en sorte qu'il y ait des personnes qui lui étaient pas défavorables à la tête de certains organismes de l'audiovisuel. Ça
ça a toujours été malheureusement. Après, Macron, il est à un step quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Oui, il y a une ambiance globalement plutôt macroniste, particulièrement à France Télé. Et là-bas, tout le monde le sait, tout le monde l'admet. D'ailleurs, ils pensaient même qu'ils allaient échapper à cette réforme qui était prévue depuis 2017. Mais ils se disaient que Macron avait besoin d'eux, qu'il allait pas les lâcher comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, parce que oui, il y a des gens qui parlent à rhinocéros. En face des chaînes Bolloré qui poussent à fond l'extrême droite, avoir un service public avec des gens bien élevés qui traitent correctement le pouvoir, c'est un sacré atout pour Macron. Et c'est pour ça que nous, à gauche, une vraie gauche, hein, je parle un minimum radical, je parle pas SOSDEM, c'est pour ça que nous, à gauche, il faut qu'on investisse encore plus que maintenant Internet. Parce que l'extrême droite a TPMP, la droite traditionnelle la droite macroniste a les services publics et certaines chaînes, et nous, faut qu'on réussisse à re-avoir au moins une partie d'internet pour faire passer nos idées, parce que si on les fait pas passer sur internet, où est-ce que tu veux qu'on les mette nos idées? Alors oui, de temps en temps ils sont obligés d'inviter Aubry, Mélenchon, qui tu veux, machin, tu vois, mais à part ça, on n'a quasiment pas d'espace, et c'est pour ça qu'internet c'est précieux à ce niveau là, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des choses, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube Tout va très bien. C'est à cause, ou grâce, hein, si jamais t'aimes bien mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir, c'est à cause des législatives, du résultat de 2022, des présidentielles et des législatives, que je me suis décidé à me dire, bon ok, t'as peut-être pas toutes les connaissances qu'il faut politiquement, ok, t'as un peu peur de t'embarquer dans la politique, parce que la politique ça fait peur et tout, mais au bout d'un moment, tu peux pas laisser faire, et peut-être que s'il y avait eu plus de gens comme toi qui, au lieu de rester à rien faire, ou juste à partager des trucs sur Twitter, Facebook, et à faire un ou deux petits trucs de temps en temps, même si j'essayais sur Blazy, hein, j'ai même fait une parodie d'Orelsan, pour vous dire, sur Blazy, du propre que j'ai fait, qui s'appelle Du Vote, avant les élections présidentielles, pour vous dire, mais j'avais le sentiment que je pouvais en faire plus, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, essayer d'en faire plus à notre niveau. Je dis pas que tout le monde doit ouvrir une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch ou un TikTok ou ce que tu veux, mais que les personnes qui ont les compétences et qui ont les connaissances un minimum, hein, je demande pas d'être une encyclopédie politique, mais les compétences techniques de l'audiovisuel un minimum et les connaissances et qui savent ce que ça implique, bah, il faut qu'il y ait plus de personnes qui passent le pas et qui essayent d'investir les plateformes sur internet avec du contenu de gauche, ou au moins avec en tout cas une couleur de gauche. T'es pas forcément obligé de faire des vidéos politiques, mais si jamais par exemple, je sais pas, bon j'allais dire Bolchegeek, mais mauvais exemple, mais tu vois, tu peux faire un truc genre Bolchegeek en moins assumé de gauche. Edouard par exemple, la chaîne Edouard, il fait pas de contenu politique, mais clairement ses valeurs sont humanistes dans ses vidéos, tu vois. Si vous connaissez pas Edouard, il fait du rétro gaming avec des scénarios, c'est génial, vraiment allez voir ça. Assumer nos valeurs de gauche, ça devient de plus en plus important. Et il faut qu'on le fasse, et surtout sur internet, parce que ça devient notre seul moyen d'expression, hormis la rue, qu'on peut pas nous enlever. Et comme le privé devient de plus en plus extrême droitisant, et le public devient de plus en plus macroniste, on n'a plus que ça, la rue et internet. Donc faut qu'on l'investisse intelligemment et en masse. Votez pour moi. Seulement là, c'est fait, c'est enclenché, il va y avoir réforme. Un accord semble avoir été trouvé pour voter ça avec LR. LR qui voulait aller encore plus loin, puisque c'est eux qui insistaient pour mettre France 24 et RFI dans la fusion, alors que le gouvernement voulait garder ça de côté pour des questions de soft power. Ben non, eux aussi vont être absorbés, et tant pis pour le Quai d'Orsay. Et tout ça, ça va être piloté par une seule et même personne. Évidemment, ça pose des questions d'indépendance, parce que pour choisir le ou la présidente de ce mastodonte, ils vont pas demander aux salariés de voter. Bah non, ils votaient déjà pas avant, de toute façon les salariés ça marchait pas comme ça. Hein. Sur l'indépendance, comment vous rassurez les salariés de l'audiovisuel? Sur l'indépendance, déjà, c'est sur le choix de la personne qui sera choisie pour être PDG de France Média. Il y a quand même l'Arcom qui est là pour garantir l'indépendance. Ouais, mais c'est qui donne les postes de l'Arcom? Parce que l'Arcom, une partie des postes, dont le président, si je dis pas de conneries, bah c'est le président en fait. C'est le président qui le nomme. Donc bon, l'Arcom est peut-être là pour chapeauter tout ça, mais si la personne qui chapeaute est la même personne qui doit juger, bah en fait tu t'auto-juges, tu vas juger les copains, donc bon. Moyen, je suis pas convaincu par ce qu'elle dit, hein. Voilà, donc l'Arcom, et est-ce que vous savez qui nomme le président de l'Arcom? Eh ben c'est le président de la République, voilà. Désolé, je vous ai spoilé. Mais voilà. Voilà, tout est dit, tout est dit. Comme ça, c'est bien foutu, c'est bien verrouillé quand même. Et c'est l'Arcom qui choisit aussi la présidente de Radio France et celle de France Télévisions. Et bah figurez-vous que ces girl boss complètement indépendantes du pouvoir politique, elles ont pas l'air de s'opposer trop au projet de Rachida Dati. Quoi? Comment?
Mais je suis choqué, je suis estomaqué, dis donc. Comment tu veux dire que des personnes qui ont été mises en place par le président ne vont pas s'opposer à la vision et à ce que veut le président? Choc barre de baiser. Ouh là là, je suis la choquance, dis donc. Le pire c'est que plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça le délire. C'est un délire. Plus c'est gros, plus ça passe. D'ailleurs, vos dirigeantes, les dirigeantes de France Télé ou de Radio France reconnaissent que cette réforme que nous souhaitons porter, elle est nécessaire. L'opinion publique reconnaît aussi qu'il y a un sujet avec l'audiovisuel public. Alors, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, vous allez voir, elle est convaincue. Le monde bouge vite, les plateformes, tout ça. Ouais, c'est parce que le monde bouge, mais toi tu bouges pas par contre. Hein. Tu bouges pas de ton siège de grosse privilégiée qui a été mise là par le président, bizarrement. Tout l'argumentaire que vous commencez à connaître, ça lui parle. Je dis juste que, en revanche, je vois le monde bouger vite et je pense qu'on ne va pas assez vite sur certains sujets pour remplir, pour être au rendez-vous en fait. Elle y croit même pas, ça se voit, elle défend comme elle peut, mais elle y croit même pas. Elle est en mode oui, alors, parce que le monde bouge, parce que, voilà, la puissance. Être au rendez-vous en temps et en heure de ces sujets. Voilà, donc c'est ça ma motivation, qui est une motivation très pragmatique de patron d'entreprise qui a besoin d'avancer sur certains sujets pour satisfaire ses publics. T'es pas patronne d'entreprise d'une entreprise banale en fait, hein. T'es patronne quand même de service public de l'audiovisuel. Tes boss en fait, c'est tous les Français et les Françaises. Ça devrait pas être le président, meuf. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique, mais qu'est-ce que tu veux? Son contrat à France Télé, il se termine dans 1 an. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Ah bah, il y a un nouveau poste qui va se créer, dis donc, avec la holding, là, va bien falloir chapeauter tout ça. Oh bah tiens, ça tombe bien quand même, c'est pratique. Putain, mais quel hasard. Mais alors c'est un hasard, c'est juste pour ses compétences, hein, rassurez-vous les gens. C'est vraiment que pour ses compétences, hein. Vraiment, c'est pas du tout parce que c'est une énorme privilégiée, hein, vraiment. Et qu'elle a été mise là par le président. Non, vraiment, c'est juste les compétences. Sybille Veil de Radio France, elle en vrai, elle est un peu moins enthousiaste. Tout le monde sait qu'en cas de fusion, c'est souvent le gros qui absorbe le petit. Et là, c'est France Télé le gros. Donc à Radio France, ils sentent bien que ça va pas être à leur avantage cette fusion. Alors comment ça va se passer dans les faits, cette fusion? Pour l'instant, les salariés du service public n'ont pas réussi à avoir de réponse concrète de la part des politiques. Pour l'instant, tout ce qu'on leur dit, c'est que ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Comme dirait le spectacle de Jamel, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Et quand le président dit t'inquiète, t'es caté, mon frère, fais-moi confiance, c'est vraiment une bonne nouvelle. On le sait qu'il y aura forcément de la casse. C'est le principe d'une fusion. On va virer tout ce qui fait doublon. Ça va être un carnage. Oh là là, mais moi ce que j'espère, je ne souhaite pas ça évidemment, hein, mais ce que j'espère c'est que, enfin je souhaite pas qu'il y ait beaucoup de gens virés bien évidemment, mais ce que j'espère c'est s'il y a des gens virés, j'espère que dans ces personnes-là, il y en a, ils vont investir Internet et qui vont pouvoir développer une parole plus indépendante, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est pas le souci. Je préférerais qu'elle soit de gauche, bien sûr, mais c'est pas le souci qu'elle soit de gauche ou de droite. C'est surtout, j'espère vraiment que les gens, ils vont se dire, ok, bon bah j'ai plus de taf, mais j'ai des compétences, donc je vais peut-être aller soit à Blast, soit à Mediapart, soit faire d'autres trucs, ou soit faire leur propre média indépendant. Une chaîne YouTube comme la mienne, genre tout va très bien avec l'actualité politique, etc. Ou aller sur Twitch. J'espère vraiment que ça va multiplier la parole indépendante sur Internet. Au moins ça, quoi. Au minimum. Quitte à ce qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans la merde. Franchement, j'espère. Après, j'espère d'autant plus que, en fait, personne ne soit viré, quoi. Ça, ce sera le must, mais on n'y croit pas. Et selon le SNJ de Radio France, ce carnage, ils sont déjà en train de bosser dessus. Le syndicat alerte, tout est déjà là. Écrit en toutes lettres dans l'annexe du contrat d'objectifs et de moyens de France Télé. Vous vous souvenez, il y a peu, Macron a supprimé la redevance. Putain, j'en parlais tout à l'heure, je suis trop fort. Usul, Lemi, n'hésitez pas à me contacter, hein. Ouais, je fais du pied à tout le monde. Dès que j'ai des idées en commun avec quelqu'un, on y va. Dia avait leurs propres recettes, des recettes fléchées comme on dit. Maintenant, leur budget, il est voté à l'Assemblée, sur des fonds de l'État. Et donc, l'État passe avec ses entreprises publiques un contrat d'objectifs et de moyens pour leur filer le budget. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du coup. C'est qu'avant, il y avait la redevance télé, et maintenant qu'elle est plus là, c'est entièrement l'État qui décide du budget. Et du coup, ils sont baisés à ce niveau-là, parce que, ils veulent le même budget, voire plus, mais pas moins.
bah ils sont un peu obligés de faire ce que dit le gouvernement. Et c'est peut-être aussi ce qui explique en partie du coup les rentrées d'Attal et de Macron, comme ils voulaient, ils s'invitent eux-mêmes sur le service public et personne dit rien. En octobre 2022, dans Ouvrez les guillemets, on vous avait déjà dit que la suppression de la redevance, ça menaçait l'indépendance de l'audiovisuel public. On s'inquiétait, et d'ailleurs on n'était pas les seuls, parce qu'à l'époque, même le Conseil constitutionnel avait émis des réserves. Le truc là, c'est que le Sénat, il a modifié le contrat de France Télévisions en cours de route. Le contrat, il devait durer 3 ans, mais ils ont fait un avenant au début d'année. Ils ont rajouté des éléments qui concernent la fusion justement. Dans cet avenant par exemple, on apprend que le plan c'est de créer une nouvelle marque. Ici, ce serait la fusion de France 3 Région et de France Bleu Région. Ils vont tout redécouper géographiquement et nommer un directeur commun par région. Et attention, ça va aller vite, c'est prévu pour dans moins d'1 an. La date annoncée, c'est le premier semestre 2025. Mais c'est pas fini, le démantèlement de Radio France va aller très vite, parce qu'ils vont aussi regrouper France Info avec France Télé. Oh là, c'est une dinguerie. Et ce qui fait flipper, c'est de se dire que jusqu'au présidentiel, si jamais ça réussit à se faire ce truc au présidentiel, ça va être quoi du coup? Ça va être quoi la propagande d'État qu'on va avoir pour faire voter ce qu'a envie Macron? Ça fait peur de ouf. Et si jamais, en plus, si jamais il a une majorité absolue à l'Assemblée, on est baisé, je vous le dis, on est baisé. Si jamais il a une majorité absolue à l'Assemblée, plus le retour de l'ORTF, mais les dingueries qui va laisser passer, les dingueries qu'ils vont vouloir faire, qu'ils vont pouvoir faire, parce que il y aura pas de motion de censure possible, que les gens de son propre camp ils vont pas voter contre lui, logique, et le service public il va pas broncher, en tout cas beaucoup moins qu'il l'aurait fait si jamais il était libre et indépendant et qu'il était pas en mode ORTF tout sous la même bannière. Ça fait flipper. Donc c'est pour ça, pour l'Assemblée, pour les élections là, fin juin, début juillet, faut qu'on aille voter en masse. Ça veut dire que Radio France va se séparer de 2/3 de ses journalistes. 2/3 qui vont être absorbés par la télé. Et j'imagine qu'un certain nombre de précaires, de pigistes, vont pas être renouvelés. Bref, c'est une boucherie. Force à elle et force à eux, hein, putain. Toutes ces personnes là qui voulaient juste partager l'info, faire du journalisme, la liberté de la presse, tout ça, et qui se retrouvent dans des merdes pareilles, putain, force à elle et force à eux. Hein. Venez sur internet et faites des trucs, vraiment. Et là, on comprend mieux pourquoi Sybille Veil est moins enthousiaste que Delphine Ernotte. Voilà, et pour tous ces journalistes, ça veut dire que c'est fini de passer d'une radio à l'autre. Avant, ils pouvaient passer de France Info à France Inter, France Bleu à France Culture. Tout ça, ce sera fini. Et tout ça, c'est dans le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions. Mais il n'y a rien de tel dans celui de Radio France. C'est là que ça devient franchement le bordel. Eh bien là, on se trouve avec moi qui dis rouge, parfois ma collègue de Radio France qui dit vert. On a toutes les deux raison de notre point de vue. Et je pense que ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Ça permettrait d'accélérer vraiment les décisions et de se concentrer sur ce qui est pour moi important, c'est-à-dire l'offre pour le public. Oui, c'est sûr qui est important pour toi, c'est l'offre pour le public, bien sûr, bien sûr. Qui y croit? Ouais, on est d'accord, personne. Bon c'est qui va trancher? C'est le Parlement? C'est Dati? C'est Macron tout seul dans son bureau? Je sais pas si on se rend bien compte, mais là, on va vers la fin de la maison de la radio telle qu'on la connaît. Ils sont en train de démanteler un des rares services publics qui tiennent encore la route. On vous l'a dit, les audiences sont bonnes. Les Français sont attachés à leurs émissions préférées. On n'écoute pas France Bleu en vacances pour les mêmes raisons qu'on met France Info sous la douche, France Inter dans la bagnole ou France Culture quand on fait la cuisine. Et les Français sont attachés à ce pluralisme. Ce saccage, c'est une reprise en main politique. C'est un projet idéologique qui va avoir des conséquences désastreuses sur tout le paysage médiatique. Quels sont les programmes qui vont être sacrifiés à votre avis? Ceux qui rassemblent des centaines de milliers d'auditeurs ou ceux qui sont un peu plus confidentiels, qui coûtent pas forcément moins cher à faire mais qui sont disponibles pour des niches sur France Culture, sur France Musique? Et puis déjà qu'on voit ce qui s'est passé là récemment avec Guillaume Meurice, au niveau du divertissement, au niveau des prises de ton, des prises de parole, vous croyez qu'il va se passer quoi du coup si tout est rassemblé et que c'est le gouvernement qui a la main mise sur les décisions finales? Ça va être n'importe quoi. On va encore écouter Rachida Dati parce qu'elle annonce un peu la couleur. Bon, c'est pas très clair mais on va décrypter tout ça. Mais je veux vous dire, les Français les plus éloignés, de la culture en ont marre d'être stigmatisés ou victimisés. Les Français les plus éloignés de la culture, bah oui, ils en ont marre du service public. En plus, ils écoutent Pascal Praud, qui leur dit toute la journée que leurs impôts servent à financer des émissions qu'ils regardent même pas. Bah oui, ils voudraient bien regarder le service public, mais c'est trop de culture, c'est trop de bobos, c'est trop de parisiens. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a d'excellentes audiences. Et puis... même si c'était vrai, il en faut pas pour tous les goûts justement. Il faut pas qu'il y ait d'un côté ouais TPMP et tout pour ceux qui ont envie, et de l'autre côté des émissions peut-être plus sérieuses, des émissions peut-être plus de fond, peut-être plus de niche, mais qui permettent à une certaine tranche de la population de trouver leur bonheur. Non, il faut pas de la pluralité au lieu de tout condenser en un seul truc et bouffe-moi ça et ferme ta gueule. C'est en tout cas comme ça que Dati a présenté la réforme aux députés LFI, inquiets de la fin du pluralisme. Ils veulent avoir la même qualité de service que vous
et eux. Voilà. Et ben, plus ça sera fort, plus ils auront un accès à l'information de qualité, à des programmes de qualité. Vous leur refusez. Vous leur refusez. Et je vais vous dire pourquoi vous leur refusez. Par pure idéologie. Oh là, mais c'est une dinguerie de dire ça. Putain, mais c'est là où c'est vraiment des enfoirés. Parce qu'ils arrivent à essayer de retourner les choses en mode non, mais c'est vous le problème. C'est vous là avec votre idéologie là. Alors que c'est eux qui sont clairement en train de refaire le RTF à vouloir tout museler. Ce qu'elle défend là, c'est que le service public devrait être une sorte de TF1 bis. Pas des trucs de niche incompréhensibles. Non, il faut des programmes rassembleurs pour toute la famille. Comme le Big Bill. Moi, je dis toujours, si on repart sur... Il y a eu des grandes émissions. Vous étiez sur le canapé, il y avait les grands-parents, les enfants. Aujourd'hui, chacun est dans une pièce. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le niveau d'argumentation de Rachida Dati, il est insultant. Ah, il est éclaté, ouais. Il est insultant et éclaté. Surtout qu'en plus, le fait que tout le monde soit plus rassemblé devant la télé, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait du pluralisme, etc. Non, c'est juste parce que maintenant, grand-mère elle est devant la télé, papy aussi, d'accord, ouais, mais le petit-fils ou la petite-fille est peut-être sur son ordinateur portable ou sur son téléphone, les parents pareil, et chacun a son canal de diffusion, chacun regarde ce qu'il a envie de regarder, quoi. C'est logique en fait, c'est juste que maintenant l'offre elle s'est diversifiée, et que même si tu rassembles tout sur le même truc, c'est pas pour ça que les jeunes ils vont peut-être plus regarder la télé, peut-être qu'ils auront plus envie de regarder leur métier alternatif quoi qu'il arrive. Tout ce que tu vas faire c'est emmerder ceux qui trouvaient leur compte là-dedans. Elle est même allée dire qu'avant la télé, ça servait au moins à punir les enfants. Ah si, elle l'a dit. Je prends toujours comme exemple, avant vous disiez à votre enfant, t'es puni, tu regarderas pas la télévision. Vous pouvez le punir, il regarde pas la télé. Mais là, tu peux quand même le faire. Tu peux le faire malgré tout maintenant en disant t'es puni, t'es privé d'ordi, t'es privé de téléphone. C'est pas incompatible. Ils sont en train de nous préparer à un bouleversement dans l'audiovisuel français, doublé d'un désastre social pour tout un secteur. Et c'est comme ça qu'elle nous le vend. Ouais. Oh de mon temps, il n'y avait qu'une télé, on n'était pas plus malheureux. C'est ce niveau-là, quoi. Et si c'est pas ça, c'est le truc des plateformes aussi, là. Mais on s'en branle des plateformes. Le service public, son but, c'est pas de concurrencer Netflix. On n'est pas là pour rayonner, faire des programmes à des milliards de dollars. Le service public, c'est le service public. Donc c'est pour nous, en fait, déjà, c'est pour le service du public, du débat public en France. Voilà, c'est ça son but. Parce que sans le service public, il reste quoi ? Tous ceux dont on vous parle d'habitude. Les médias de Bolloré, ceux de Bouygues, ceux de la CMA-CGM de Rodolphe Saadé maintenant, tiens, super. À côté de ça, quelques médias indés qui vivotent comme nous, beaucoup plus petits. Mais sans le service public, plus rien pour faire concurrence aux machines de guerre des milliardaires. Mais oui, d'ailleurs, si le service public se pète complètement la gueule, il y en a que ça arrange bien, c'est justement ces milliardaires là, parce que eux, ça leur fera plus d'espace publicitaire à vendre, ça fait un concurrent de moins. Et dans pas longtemps, ce grand groupe là, France Média, faudra peut-être ouvrir son capital, ce sera plus performant. En tout cas, ce serait tout prêt là. Le pire, c'est que oui, c'est sûrement d'ailleurs l'une des intentions de base. Mais c'est ce qu'ils font depuis des années en fait, les libéraux de toute façon. Ils sont en mode, on retire de l'argent au service public, on retire des moyens, on retire des postes, et après, on dit, oh bah mince, le service public est cassé, va falloir privatiser, snuf snuf. C'est toujours la même chose. Et ça, ils le font depuis des années, et c'est un délire. Et si c'était ça, le projet derrière? Et si l'État était en train de faire le sale boulot pour pouvoir proposer quelque chose de vendable à d'éventuels investisseurs? Peut-être pas tout de suite, peut-être après 2027, on sait pas. Oui, parce que là, tel quel, c'est le bordel, toutes ces antennes, des statuts différents, des rédactions différentes de partout. Moi, je serais un milliardaire, j'en voudrais pas tel quel. Par contre, c'est vrai qu'après quelques années de restructuration, de plans sociaux, ça peut valoir quelque chose, hein. C'est pas mal, il y a du potentiel, il y a quelques bonnes marques. Je pense sincèrement qu'il y en a qui sont déjà en train de regarder ça avec avidité. Oh non mais c'est sûr qu'il y en a, ils se frottent les mains là, ils sont en mode soit je vais pouvoir acheter de l'espace publicitaire, soit je vais pouvoir racheter des parts d'actions, ou alors ça se pète la gueule, personne regarde, et du coup mon média que j'ai acheté, genre TPMP et compagnie, ça monte. Ah mais là les milliardaires ils sont trop contents. Ceux qui ont des médias ou qui en veulent. Donc va falloir se bouger là. Les journalistes, je sais que vous nous écoutez les journalistes, il va falloir faire quelque chose. Donc oui, ici on a beaucoup critiqué le service public, on a critiqué Caroline Roux, Salia Braclia, Léa Salamé, ok, un peu tout le monde. Et oui, mais on peut critiquer le service public, et c'est pas pour ça qu'il n'est pas important le service public. C'est comme tu peux critiquer le parti pour lequel tu votes, mais voter quand même pour lui, lui reconnaître des défauts, mais reconnaître ses qualités. Et on peut reconnaître les qualités du service public, qui sont une indépendance supposée en tout cas par rapport au gouvernement,
normalement, une indépendance par rapport aux grands entrepreneurs, aux multimilliardaires qui possèdent d'autres médias, normalement, il y a cette plus-value. Après, ce qu'ils en font de cette plus-value, on peut être contre, on peut être pour, on peut trouver que c'est pas bien, etc. Mais ça n'empêche qu'à la base, au moins il y avait ça, quoi. Par contre, là, vous voyez bien que vos potes, ils sont en train de vous la faire à l'envers. Ils sont en train de désosser votre outil de travail. Et ils doivent s'en rendre compte, les journalistes vedettes, parce qu'on retrouve quelques grands noms dans cette tribune contre le projet de fusion paru dans Le Monde. Il y a Demorand, il y a De Villers, il y a Léa Salamé, des gens qui, mine de rien, seraient sans doute bien accueillis par le privé, mais qui semblent tenir au fait qu'il y a encore en France un espace avec des moyens qui ne soient pas sous la tutelle d'un milliardaire. C'est bien, on est avec vous. Donc c'est bien les tribunes, mais il va falloir organiser une vraie résistance. Et vite, parce que, vous l'aurez compris, les politiques, ils n'ont pas le temps. La mise à mort de Radio France, là, elle a déjà commencé. Et si jamais vous mettez quelque chose en place, eh ben comptez sur nous pour vous soutenir en fait, que ce soit oui avec des tribunes, des pétitions, mais aussi si vous faites des manifs et tout, il va falloir qu'on soit solidaire du service public de l'audiovisuel. Il va falloir qu'on soit derrière eux, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, avec leur ligne éditoriale, avec plein de choses. Même si on déteste Léa Salamé, ça n'empêche que faudra qu'on soutienne le fait qu'ils gardent une indépendance. Nous, on soutiendra les grèves, on signera les tribunes, on est ensemble là-dedans pour une fois. Léa, Salia. Putain, mais j'ai dit exactement la même chose que lui il y a 2 secondes. J'ai dit exactement la même chose il y a 2 secondes. On est solidaires. Nico Domo, nous on va débarquer comme un tal, on va débarquer sur le piquet de grève. Bonjour, hein, c'est ici pour soutenir la maison de la radio. J'espère qu'on sera reçus pareil, hein. Et plus sérieusement, force aux centaines de pigistes, de techniciens, de précaires qui font déjà tourner tous ces services publics dans des conditions difficiles et avec un management souvent nul à chier. Par contre, si vous faites grève, si vous essayez de défendre le service public, je pense que vous serez pas mal soutenus. On fera tout ce qu'il faut, hein, tout ce qu'on peut. On fera, oui, les tribunes, les cagnottes, peut-être même des streams où on vous invitera sur notre truc à Twitch si vous voulez. Parce que là, cette lutte, elle engage beaucoup de monde, elle engage tout le pays quasiment. Parce que ce serait quoi ce pays si carrément il n'y avait plus de service public, c'était vendu aux milliardaires d'ici 3-4 ans. J'appelle ça la France, madame. Et pas n'importe quelle France. La France du général de Gaulle. C'est déjà irrespirable. Est-ce qu'on a bien besoin de ça? Hein? Bon, nous on se retrouve dimanche, dans 2 semaines. Eh ben, c'était vachement cool. Flippant, malheureusement, mais cool. Non, bah, j'ai envie de dire très bon épisode. Très bon épisode, mais épisode qui fait flipper sa race en fait. C'est juste flippant ce qui se passe. Et encore une fois, vraiment, je le dis et je le redis, mais vraiment, pour les élections législatives, là, pour la dissolution, il faut qu'on aille voter en masse. C'est important, et c'est d'autant plus important avec ce qu'on vient de voir dans la vidéo d'Usul et Lumi. Ils sont clairement en train d'essayer de contrôler de plus en plus l'information, de contrôler de plus en plus les choses, et de vouloir faire passer en force leurs idées, que ce soit avec les législatives, là ils espèrent avoir plus pour pouvoir faire passer leurs réformes comme ils veulent sans avoir peur d'une motion de censure, et ça, faut qu'on l'empêche, et pour pouvoir l'empêcher, là on a une occasion. Là on a une occasion, on a une fenêtre, faut qu'on la saisisse. Voilà, donc ce best-of est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur Tout va très bien, ma chaîne d'édito politique. N'hésitez pas à aller sur Blazy, ma chaîne de YouTube de pop culture. Blazy Rediff TV pour les rediffs de live de jeux vidéo. N'hésitez pas à aller non plus sur mon Twitter, Blazy Tout va très bien. Ainsi que, si vous avez les moyens bien évidemment, me faire un petit don sur Patreon ou sur Tipeee. Alors maintenant, à savoir si le service public de l'audiovisuel c'est de droite ou de gauche, ça je sais pas. Mais en tout cas, ça pue la merde. Et on peut peut-être faire quelque chose pour que ça aille mieux. Alors aux élections, allez voter. Allez. Salut. Tout va bien.